Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo live report sur la chaîne Hands Up. Salut Victor. Salut Michael, salut à tous. On est fatigué, sa mère, hein. On est super fatigué, on a des petits yeux, l'éclairage est pourri, vous allez adorer cette vidéo, mais c'est comme ça, c'est avec les moyens du bord. Franchement, on y met à notre cœur. C'est le plus important. Hein. C'est grave le plus important. Comme vous le savez, c'est la saison des festivals indoor, on a passé l'été, il y a eu Muscadès, Garmont-Bosia qui a fait son festival la semaine dernière. Les Desert Fest Belgium notamment. Exactement, à Anvers, effectivement. À Anvers. Et on s'est rendu, nous, le week-end dernier, à Manchester, donc en Angleterre, pour le Damnation Festival. Alors dis-nous Victor, qu'est-ce que c'est le Damnation Festival ? Damnation Festival, c'est un festival anglais. Jusque-là, on est pas trop mal. Sur 2 jours, il a alterné entre Leeds et Manchester. Il a commencé à Manchester, il a eu une petite partie à Leeds. Il est là depuis 2005. Il est revenu sur ses terres originelles. Tout en changement de salle, on en parlera. Exactement, ouais, tout à fait. C'est un truc en fait en 2 jours. Festival indoor de métal extrême au sens assez large. Ça va sur du doom, ça va sur du black, ça va sur du death. Beaucoup de post, du post-rock également. Effectivement. Le tout dans un hangar dans la banlieue de Manchester. Quand on parle de 2 jours, c'est qu'en réalité, il y a le festival et le samedi. En fait, il y a un festival, ouais, c'est ça. Il y a un festival avec un warm-up. Je te laisse un peu détailler tout, tu vois. L'idée globale du festival, c'est, depuis quelques années maintenant, c'est sur 2 jours. Il y a même eu un 3e jour d'ailleurs, il y a quelques années. L'idée, c'est le samedi, vous avez ce qu'on peut considérer comme étant le vrai festival, une vingtaine de groupes sur 3 scènes, avec des sets spéciaux, ce qui est quand même une des particularités du Damnation, on y reviendra, c'est-à-dire d'avoir des groupes qui vont venir jouer un album en entier, ou voilà, avoir des sets particuliers pour des occasions. Et vous avez une sorte de warm-up qui est la veille, enfin warm-up quand même cette année où il y avait 15 ou 16 groupes je crois, et où là c'est simple, c'était, sauf erreur de ma part, tous les groupes qui avaient un set spécial. Exactement. On a fait que le festival, on n'a pas pu se rendre au Night of Salvation, et c'est bien dommage parce que qu'est-ce qu'il y avait du coup ? Il y avait Catatonia qui jouait Dead End Kings en entier. Une des particularités quand même, je te coupe, du festival, c'est que sur Night of Salvation et le Damnation à proprement parler, beaucoup de groupes jouent 2 soirs et du coup peuvent proposer, un peu à l'instar du Roadburn, 2 sets spécifiques. Si t'es fan de ces groupes-là, c'est absolument incroyable. Cette année, Enslaved faisait un set Below the Light au Night of Salvation et un set Viking, le premier album en entier au Damnation. Catatonia faisait un set Dead End Kings au Night of Salvation et un set Best Of au Damnation. Exactement, on a eu Leprous également qui a joué Call en entier, etc. Pour les fans, c'est incroyable. Donc c'est un peu la particularité du Damnation, c'est d'avoir la chance d'avoir parfois des groupes en exclusivité, et pas que exclusivité UK, parfois c'est exclusivité Europe. Tout à fait, Kémis, on en reparlera, et d'avoir des sets spéciaux, donc c'est un peu ce qui nous a motivé cette année, au-delà de la belle affiche, de se déplacer pour un peu se rendre compte de ce qu'était ce Damnation Festival. L'affiche n'a pas de nom très ronflant, il y a beaucoup de choses qui sont assez convenues, la tête d'affiche Electric Wizard, Catatonia qui a écumé tous les festivals de l'été, Enslaved qu'on a vu au Desert Fest, au Garmont et à peu près partout. Oui, on les voit assez régulièrement. Mais vraiment, là où le festival se distingue, c'est que vous voyez des groupes dans des configurations ou dans des sets que vous ne voyez pas ailleurs en fait. On en parlera pour Runners notamment, qui est un des concerts qui nous a marqué. Donc pour faire ce live report un peu en bonne et due forme, on va d'abord un peu voir l'organisation pour vous dire un peu ce qu'il en est, comment ça se passe, etc. On le fait en 2 mi-temps, mi-temps organisation, mi-temps... exactement, et mi-temps live report, après on va aller uniquement sur la musique. Alors pour vous présenter un petit peu le festival, ça se passe au Bowlers Exhibition Center. En gros, c'est une vingtaine de minutes du centre de Manchester, accessible en tram, hyper simple d'accès. Zone industrielle, en fait c'est une espèce d'immense hangar. Celles et ceux qui sont déjà allés au Roadburn, je suis désolé, mais on va quand même beaucoup parler du Roadburn parce qu'il y a quand même des vraies similitudes. Ça ressemble à peu près au complexe qui accueille justement les concerts. Grand hangar, un peu subdivisé en plusieurs zones. Exactement, et pour ceux qui sont déjà allés à l'Outbreak aussi, c'est l'ancien site de l'Outbreak Festival à Manchester, donc vous avez une certaine connaissance. Pour l'organisation interne, c'est assez simple, 3 scènes, une main stage, qui a tous les plus gros groupes globalement toute la journée, et 2 autres scènes annexes, une plus grande qui est globalement plutôt branchée métal extrême, et une plus petite qui correspond davantage à la scène Doom Post. C'est ça, cette année c'était très orienté Doom Post, exactement. Un peu de post-rock aussi. Un peu de post-rock, effectivement. Avec Maybe She Will. La chose qui nous a le plus marqué, c'est que la circulation est vraiment hyper aisée. C'est-à-dire vous avez vraiment des couloirs entre chaque scène. Les sets, globalement, finissent et commencent à la même heure. Donc ça veut dire qu'on s'était dit, mais comment on se passe pour la transition, etc. En fait, il n'y a pas de débat. En 25 secondes, vous êtes devant l'autre scène. C'est d'une rapidité folle. Les artères sont assez larges. Et en parallèle, le site est quand même bien isolé. C'est-à-dire que quand le concert joue à côté
et qu'on attend à notre groupe, on n'est pas non plus trop parasité, notamment sur les... Tu disais que les sets se finissaient en même temps, c'est pas si vrai en fait. Il y en a certains qui se décalent en fin de journée, ça peut se décaler. Ouais. Et quand petit tuilage il y a, on est assez bien isolé et tout. Toutes les artères de circulation sont bien foutues. Il y a assez de toilettes. Il y a assez de toilettes. Texat Motocultor. Tout à fait. Et il y a en fait un double truc, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie intérieure où se passent les concerts, et en fait, juste devant, il y a une cour qui doit être un parking en temps normal, qui accueille un foot court et une espèce de grand barnum dans lequel manger à l'abri de la pluie d'une part. Exactement. Et d'autre part, il y a tout le stand... en Angleterre, il pleut tout le temps. Exactement. Et il y a aussi tous les stands des groupes, le stand de merch des groupes qui se produisent le jour même. Exactement. On peut peut-être dire un mot sur la nourriture, après on parlera du merch. Vas-y. Il y a quand même pas mal à dire sur la nourriture. Globalement, c'est assez cher. Vous êtes en Angleterre. En fait, c'est des prix normaux de festival, mais doublés avec le côté c'est en Angleterre, donc c'est cher. La livre était bien haute. 1,30€, donc c'était pas la meilleure période, mais c'est quand même assez varié. Il y a une option vegan. C'est sous-traité en fait. C'est comme le Motoc, comme le FS et tout. C'est des food trucks. Après il y a le côté anglais de la bouffe, c'est-à-dire que tout est free, c'est assez gras, c'est pas nécessairement healthy. Ça reste effectivement de plutôt bonne qualité, c'est cher mais plutôt satisfaisant. On a testé quoi? On a testé les frites, c'était cool. On a testé quand même pas mal de choses, c'était pas mal. Le point qui est vraiment bon côté nourriture-boisson, c'est le côté boisson. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une quantité de bars astronomique. C'est-à-dire que vous avez globalement un bar à côté de chaque scène. Vous avez même dans la main stage principale un bar sur le côté, un bar au fond. Il y a vraiment... Enfin, vous n'attendez absolument jamais pour boire. Jamais temps d'attente. On peut aussi parler du fait qu'ils ont brassé des bières à l'occasion du festival. Une stout, une IPA, une sour. Des bières très classiques, mais genre franchement bonnes. Effectivement. Et qui changent effectivement des Bavaria et autres Cronenbourg auxquels on est habitué habituellement. Quoi. Exactement. Au niveau des prix des bières, c'est comme tous les festivals. Sur les stouts, c'était assez cher. C'est cher, mais... C'était bien, je crois que c'était quoi? C'est aux alentours de 8 balles la pinte, non? C'était 8€, ouais, c'est 7 pounds la pinte, ouais, 8,50€. Exactement, mais vous aviez des solutions de bières plus classiques, moins chères. Par exemple, les softs étaient très peu chers. Vous aviez 50 centilitres, je crois, pour quelque chose comme 2,80€ ou 2,50€, ce qui est moins cher qu'en France. Donc c'était assez variable. L'eau, évidemment, gratuite, en libre possibilité d'en avoir. Donc côté boisson, restauration, je trouvais que c'était vraiment plutôt très très bien au regard de ce qu'on pouvait avoir dans le festival. Carrément. La dimension market par contre pêchait un petit peu plus. Il y avait du coup des distros de vinyle qui pour des Français sont absolument hors de prix. On était sur du 50 pounds. 50 pounds. Le vinyle, pour un vinyle pas spécialement cher, c'est-à-dire 70€, ce qui est absolument délirant. Une petite remarque aussi sur une distro black, pas full nazi, mais qui avait en son sein des groupes. C'est pas le petit bourzoum qui traîne un peu comme ça, quoi. C'était des groupes ouvertement revendiqués comme nazis. En général, quand t'es un Orgadfest, que t'as un petit peu de valeur, t'essaies quand même de voir avec qui tu bosses. Là, clairement, ils en ont rien à foutre. Là-dessus, il y avait un truc alors, un peu crade là-dessus. Est-ce que c'est un débat que la scène métal n'a pas en Angleterre? Ça, j'en ai aucune idée. Difficile à dire, mais en tout cas, effectivement, le merch qui était au fond de la salle, on l'a très vite repéré là-dessus. Quelque chose qu'on voit pas trop en France, d'ailleurs, sur des fests généralistes, à l'instar du Damnation. Garmon, mec, t'avais pas du tout ça, quoi. Non, c'est sûr. Assez particulier là-dessus. Autre petite limite, on a parlé des bars et de la fluidité du truc. Comme d'habitude à l'étranger, on est sur des gobelets en plastique jetables, pas de consigne, pas d'éco-cup. C'est chiant. C'est pas un reproche qu'on peut leur faire qu'à eux. C'est juste, en France, on est un peu bon élève sur ces questions-là. Donc vous pouvez imaginer que c'était Bagdad, évidemment. C'est-à-dire qu'en fin de journée, l'intégralité du sol, vous aviez vos semelles qui collaient au sol et il y avait des gobelets absolument partout. Donc ça, c'est un fait qu'en France, on n'aurait pas tellement le sujet. Donc on le note parce que peut-être que pour eux, c'est pleinement normal, s'ils sont habitués à ça. Mais nous, un peu en tant que Français, ça nous choque un peu de voir ça dans un festival sans consigne. Après, dès que vous faites des festes à l'étranger, vous avez l'habitude, mais c'est vrai que la saleté des festes à l'étranger, c'est toujours assez particulier quand c'est toujours un truc côté français, quoi. Effectivement, on peut dire un mot sur le son. C'est un hangar, donc on s'attendait pas à avoir un son clean parfait comme on a pu l'avoir même dans certains festivals d'ailleurs outdoor. Le son était pas fou, mais il était pas mauvais. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans cet entre-deux, ça dépendait des prestations, mais il y a pas eu de concert gâché par le son. Et il y a pas de choses, on s'est dit c'est la meilleure fois que je les ai entendus. C'est ça, exactement. C'est pas une acoustique de ouf, il y a eu des très très bons moments. Genre Enslaved, c'était parfait. Il y a des groupes qui ont l'habitude de pêcher un peu par le son, de type Electric Wizard, qui, ça s'est pas sublimé, quoi, cette fois-ci. Ouais, un truc plutôt neutre. Pas le meilleur son que vous aurez de votre vie, mais
rien de trop dramatique non plus, quoi. On s'est fait un petit tableau évidemment des points positifs, points négatifs pour en discuter un petit peu ensemble, et globalement c'est vrai que le son c'est le seul point neutre. Point négatif, il y a peut-être les prix élevés, mais ça c'est plus lié au UK qu'au festival en lui-même. Le fait que vu qu'il n'y a pas de consigne, c'était un peu crade, le stand effectivement un peu discutable, mais on a quand même un truc qui nous a marqué, c'est le public, sur lequel on peut quand même dire un mot. C'est-à-dire que moi je m'attendais à un public vraiment chiant, mais dans le sens pénible. C'est-à-dire il y a moyen que ça se mette sur la gueule tout le temps, que ce soit surtout full bourré des 14h. Et en fait c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait ça a été un public... On est en Angleterre, c'est du métal, ça... fusion. Exactement. Ouais. Mais en fait non, c'était je crois le public le plus placide que j'ai jamais vu. Un public assez timoré quoi, sur la plupart des trucs. Pour le dire, j'ai été au Sari Helveti en Finlande en août, j'ai trouvé que le public en Finlande bougeait plus. Carrément. En fait, je pourrais m'arrêter là. C'est-à-dire que ça ne bougeait pas du tout. Et j'ai l'impression que c'était un public qui était aussi très branché Doom, Post, où on sentait qu'il y avait beaucoup de personnes sur cette scène. Et à part 2-3 groupes, Analatra qui a eu aussi Undeath, où ça a énormément bougé sur la scène extrême. Par exemple, vous avez Unearth, c'est quand même du metalcore à l'ancienne, plein de breakdowns, etc. Trevor a failli aller dans le public, il y avait 0 mouvement, il s'est retenu, il est retourné sur scène. On est vraiment sur un public qui ne bougeait pas, qui n'était pas du tout dynamique. Mais même pour un public Doom, c'était un public qui était assez sage, c'est-à-dire beaucoup dans l'introspection, peu de réactions par rapport à ce que proposait le groupe. On peut parler d'Electric Wizard, moi à chaque fois que je les ai vus, genre ils arrivent sur scène, ça fait partie du folklore, mais t'as un nuage de fumée qui s'élève du truc, parce que tout le monde est en train de bédaver devant, quoi. Là, mec, ça sentait pas la weed, et j'ai vu 10 fois Electric Wizard, c'est la seule fois où j'étais pas au milieu d'un aqua de ouf, quoi. Effectivement, c'est peut-être un petit point négatif, parce que malgré tout, le public, ça permet ça permet de rentrer mieux dans le set et tout, et là, effectivement, on s'est un peu fait chier, quoi. C'est un public, typiquement, le public parfait pour Amenra. C'est-à-dire le public pur introspectif. En fait, c'est pour ça que je disais un public qui était chiant au sens ça bouge pas, mais c'est pas un public pénible parce qu'on se rappelle d'Amenra au Motocultor où t'as les mecs qui gueulent des trucs de beauf dans les passages un peu acoustiques et tout. Là, ça n'arrive pas. C'est un public qui était quand même très respectueux. Attentif, donc c'est en fait j'allais dire un public de mélomane, mais on parle quand même d'anglais et tout à Manchester, bon c'est quand même compliqué. Mais c'est un petit point négatif, pas pour toutes les prestations, mais pour certaines prestations, on aurait aimé qu'il y ait un peu plus aurait aimé effectivement mieux rentrer dans le set via le public et s'ambiancer avec les autres. Mais pour le reste, voilà, le site est très pratique, il est spacieux, les WC étaient en nombre, les bars étaient omniprésents, ce qui était quand même un très bon point, la nourriture était pas mauvaise, il y avait quand même du choix. Le merch, il y a quand même un point sur le merch, je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. En fait, ou plus on est d'accord, mais c'est pas la même vision, c'est-à-dire que j'ai le t-shirt, donc je vais pas dire que les visuels sont moches, parce que moi je les ai trouvés jolis. Toi tu les trouves quelconques, c'est vrai que c'est très classique. Ouais, c'est ça. Mais là où je trouvais que c'était bon, c'est que je trouvais que c'était varié. Par exemple, le t-shirt du Damnation, vous en aviez du type 5 ou 6 types différents. Vous aviez le tour de cou, vous aviez de la haute sauce, que tu t'es fait confisquer à l'aéroport d'ailleurs. Je vais pas remettre le couteau dans la plaie, mais... Arrête frère. Pour 50 millilitres, pardon. Donc le sujet, c'est qu'ils font quand même un effort. Je suis d'accord que sur les visuels, c'est pas hyper original, mais il y a quand même un effort pour un événement d'un jour au final, de 2 si on compte le warm-up qui fait partie plus ou moins du festival. Il y a quand même un effort qui est fait pour multiplier. Donc voilà, niveau organisation... Moi j'ai une petite limite là-dessus, c'est-à-dire qu'on est revenu du Brutal Assault qui proposait bien 7-8 designs, avec un design pour chaque esthétique, un truc deathcore, un truc trash, un truc black, un truc doom. Là, en fait, il y a 2 choses. C'est soit on le voit de type c'est un festival d'un jour et ils font vraiment quand même des efforts. Ce qui est ma position, je veux dire qu'on peut pas leur en demander plus en fait. Voilà. Soit on se dit que pour moi ça se distingue pas par rapport aux autres openers, mais voilà, c'est pas un opener, donc t'as quand même raison de le souligner. Exactement. Et je maintiens parce qu'au final, on va parler un petit peu du budget, on va dire un mot parce que c'est quand même important. On en avait parlé d'ailleurs dans notre vidéo sur les festivals de l'été, sur Vivement Doumanche, on en avait parlé. C'est quand même important, c'est qu'objectivement, enfin en tout cas moi personnellement, je recommande vraiment vivement ce festival indoor. Si vous êtes vraiment un fan de métal, que vous avez envie de vivre une expérience, de découvrir une nouvelle ville aussi, si vous êtes jamais allé à Manchester. Très sympa, c'est très très cool. Ouais, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Évidemment, le juge de paix, comme beaucoup, ça sera l'affiche, évidemment, mais ça sera aussi le budget. Donc c'est compliqué évidemment de vous donner le montant exact de ce qu'on a payé, parce que ça dépend si vous êtes en hôtel, en auberge de jeunesse, que vous mangez, etc. Mais en tout cas, l'idée qu'il faut avoir, c'est que globalement, vous avez des allers-retours en avion Air France, EasyJet. EasyJet c'est très compliqué parce que comme vous savez c'est il faut poser des jours, c'est très compliqué. Mais en gros l'idée c'est le pass coûte 140 € si vous prenez les 2 jours. Il coûte 95 € si vous prenez que le Damnation, donc le samedi qui est la journée principale. Comptez environ 150 € pour l'avion, une vingtaine d'euros pour l'aller-retour aéroport-ville et ville Damnation. Ouais, tout coûte cher dans ces trucs, là. Exactement. Donc tous les sides à Manchester, c'est quand même. Faut y penser. Et le logement, nous on était en hôtel, on a pris un hôtel qui était raisonnable, on était 3, ce qui nous a permis de couper un peu les coûts, mais vous avez des auberges de jeunesse en gros à 35 balles la nuit. Voilà. Donc en gros, pour résumer,
Nous, on a payé 260 hors le pass, on l'a pas payé, on était accrédité. Exactement. Pour un aller-retour en avion, 2 nuits dans un hôtel classique en centre-ville. C'est ça, donc évidemment ça peut aller jusqu'à 600 € si vous prenez un bel hôtel et que vous êtes tout seul à deux, ça peut être aussi aux alentours de 350, 300 par personne si jamais vous réduisez les coûts d'une manière ou d'une autre. Donc c'est quand même un certain coût, on va pas vous dire que c'est pas cher, hein, c'est l'Angleterre, c'est cher, mais si l'affiche vous plaît, on vous recommande vraiment vivement ce festival. Moi je trouve que, sincèrement, les 55 € pour la Night of Salvation, vous avez que des sets exclusifs, il y a 15 groupes, c'est hyper bon marché. Ouais. En termes de rapport qualité-prix, gros... Au final, le festival le samedi est plus cher en rapport qualité-prix que ce qu'on trouve le vendredi. Je trouve que 95 balles pour le Damnation, c'est un poil cher quand on voit l'affiche. Ouais. 57 pour la Night of Salvation, c'est vraiment... Il y a zéro débat, si vous carrément, voulez. Ouais. Effectivement. Donc voilà, en tout cas, on le recommande vivement. Et on va pouvoir maintenant passer à la partie musicale. Alors sur l'aspect musical, on va vous mettre évidemment l'affiche en plein écran si je suis pas trop mauvais. Ouais, si t'es pas trop mauvais monteur. Sur première, je promets rien évidemment. Il n'y avait pas énormément de groupes qu'on n'avait jamais vus. Non. Mais malgré tout, il y a quand même eu des découvertes et il y a eu de très belles découvertes en réalité. Tu veux commencer sur ta partie découverte? Moi, encore une fois, peu de choses que je connaissais pas, plutôt des découvertes en live. Ouais. En tout cas sur ce que j'ai pu voir. Unearth, qui est plus ton truc, qui est un peu la raison pour laquelle t'es venu. Metalcore hyper dynamique, très dans l'échange avec le public. Des breaks pas trop cons. On est encore sur le metalcore un peu début 2000, où ils ont pas poussé les potards qui ont été explorés par le deathcore derrière. Full bêtise, ouais. Mais ouais, très catchy. Vraiment, moi j'aime pas trop la mélodie dans le metalcore. Les petits leads et tout qui viennent du death mellow et ce genre de choses. Là j'étais un peu content d'avoir un truc un peu parpaing, mais pas non plus totalement stupide. Effectivement. J'ai vraiment kiffé. Ouais. Alors moi c'était un top, c'était clairement un top. Bah, bien sûr, tu m'étonnes, t'étais là pour eux. Je suis un peu venu là pour eux. Alors pas parce que Honor c'est rare, il passe quand même assez régulièrement en France, en tout cas c'est. Mais là il jouait en intégralité l'album The Oncoming Storm, qui est un de mes albums de chevet, presque toujours confondu en réalité. 2008 je crois, je vais pas dire de bêtises sur l'année, mais en tout cas milieu des années 2000. Non, 2005 hein, je crois, parce que t'as le 3, tu sais, avec Giles et tout, qui est en 2006. Oui, tout à fait. C'est celui qui avant... 2004. 2004. C'est 2004, pas 2008, désolé. Brain fart, ça arrive. Album exceptionnel, The Great Dividers, pour commencer, pour mettre Zombie Autopilot, évidemment False Idol sur lequel il termine. Le seul point négatif pour moi, évidemment, c'est qu'ils ont joué tous les titres dans l'ordre, et ils commencent par le meilleur. Le moment où je suis dans le pit photo en train de prendre des photos. Donc ça c'est toujours la petite déception, ok. Mais voilà, c'était vraiment hyper bien, malgré encore une fois un public qui a pas vraiment réagi. Mais c'était... En fait c'est assez incroyable de ces albums-là. Évidemment vous avez entendu quelques titres qui font partie des setlists best-of. Mais la possibilité d'entendre un album que vous avez poncé pendant 15 ans dans votre iPod à l'époque, ou voire sur album, c'est ouf de le voir en live et vous dites qu'ils ne le rejoueront potentiellement plus jamais. Donc c'est once in a lifetime. Et t'étais content, ouais. J'étais hyper content. Moi, niveau découverte, je peux en citer deux. Il y a eu Undeath, du death vraiment bas du front. C'est pas ouf, mais c'est suffisamment stupide pour que... Et d'ailleurs, c'était un concert pour lequel ça bougeait beaucoup. C'était absolument le genre de concert parfait de milieu de journée dans un truc indoor pour te remettre un coup de peps. C'était bête, mais c'était plutôt pas mal. Et il y a eu Julie Christmas. Alors ça, c'est un peu la surprise, parce que moi, tout la ligne Julie Christmas, Cult of Luna, tout ça, d'habitude, ça me file plus de l'urticaire qu'autre chose. Donc j'y suis allé vraiment en attendant absolument rien, voire avec un préjugé négatif, on va pas se mentir. Et je suis resté tout chaud, et je suis resté un peu scotché. Carrément, ouais. Après, il y a toujours une petite frustration sur Julie Christmas. Moi, il n'y avait pas trop de découvertes, parce qu'en plus, j'avais vu présenter à peu près le même show au Roadburn plus tôt dans l'année. Il y a quelque chose qui est un peu frustrant, c'est que dans le backing band, il y a Johannes Persson de Cult of Luna, et à chaque fois on se dit putain, un petit Marini, un petit extra et tout. Là, ils le font pas. Ça reste, le dernier album est hyper solide, on est dans cette espèce de post-metal avec sa voix qui est hyper particulière, qui est très théâtrale. Elle est vraiment dans son personnage d'enfant un peu hystérique, très à fleur de peau et tout, ça marche de ouf. En fait, c'est hyper théâtral sans être too much et chiant. Exactement. Avec derrière les backing vocales de personnes qui a l'espèce de puissance qu'on retrouve dans Cult of Luna et tout, c'est mortel. Le jeu de light était pas mal. Globalement, on est sur un festival indoor, les lights étaient pas exceptionnels, c'était pas fou, mais c'était juste bon pour vraiment porter le concert. Donc moi, c'est vraiment une belle découverte. Live, j'entends. Les tops.
Les tops. Allez, vas-y. Alors, il y a eu... alors, Anan Latrak m'a toujours fait rire. On en pense qu'on veut du groupe, mais là, c'était le public le plus fou des 2 jours. Enfin, en tout cas, du samedi, aucun débat. Ça s'est mis sur la gueule dans tous les sens. Groupe local, évidemment, ils sont anglais. Donc, ça a beaucoup marché. Et le show, au final, était plutôt convaincant. Ouais, show exclusif aussi, avec une utilisation de la vidéo, ce genre de choses, des images de guerre derrière. Exactement. Donc, ils ont quand même fait des efforts. Il y avait Dead Guy, très, très, très vieux groupe de metalcore à l'ancienne, avec plutôt une vibe hardcore. C'était assez cool de les voir. La mayonnaise n'a pas forcément pris avec le public, mais c'est pareil, c'est le genre de groupe, même si c'est une reformation, il n'est pas certain qu'on les reverra rapidement ou que je me déplacerai. Donc c'était vraiment une belle occasion de les voir. Mais pour moi, il y a eu 3 concerts massifs. Et je sais qu'on en partage. Unearth, on l'a déjà vu, était incroyable. Ensuite, il y a eu quand même Enslaved. Alors Enslaved, c'est toujours bien en live. J'ai rarement, très très rarement été déçu, même sur album, j'écoute pas beaucoup. Moi c'est pareil mec, j'écoute jamais sur album, par contre dès que je peux les voir en live, c'est à chaque fois c'est... Et c'était bien, c'était hyper bien au Festival Garmont, d'ailleurs on vous invite à aller voir le live report qu'on mettra en description de ce qu'on a fait. Mais là, leur premier album Viking, qui est d'habitude, sur album je l'écoute très peu parce que la prod, tout ça, il y a des trucs... C'était incroyable en live. Ouais. C'était incroyable. Son hyper fat, en fait l'album est hyper immersif, il y a vraiment ce côté vraiment très, très black à l'ancienne, avec des claviers qui font un peu voyager, qui sont très, il y a le côté très, très nature. Sans être kitsch d'ailleurs. Exactement, il y a le côté hyper épique et très, un peu atmo aussi, tu vois, genre sans être non plus dans ce truc-là. Les titres sont assez longs. Moi c'est pas du tout la période d'Enslaved que j'écoute, je préfère la partie prog et récente en fait, mais voyage, genre on part dessus, ils nous prennent, on attache la ceinture et on part en mode pilotage automatique. C'est hyper bien retranscrit, c'est ultra fat, ça prend vraiment au trip. Il y a pas cette fraîcheur d'un Emperor que t'as vu la semaine dernière et tout, mais vraiment ce côté ultra cinématographique qui marchait de ouf, avec une présence et un charisme qui est propre au groupe, et un son qui est comme d'hab, mais genre... Ouais, c'était pas loin d'être parfait. Moi je pense que c'est une des plus belles prestations d'Enslaved, alors que ça va faire 8 ou 9 fois que je les vois. C'est peut-être la meilleure aussi parce que le support y était. Le groupe pour lequel on a vraiment bougé notre cul, quoi. Enfin, si on a traversé l'Angleterre, c'est pour... en fait, c'est assez drôle parce que on fait un petit storytelling, mais Michael et moi, comme vous l'avez peut-être compris, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Et il y a un seul groupe, limite, sur lequel on se rejoint tous les deux, c'est Kémis. Kémis... initialement, groupe de doom ultra mélodique, avec une voix qui tend vraiment vers le heavy, ça fait des reprises de Rainbow, tout ce genre de choses. Et en fait, ils ont un début de carrière très très doom, et ensuite ils sont partis sur une espèce de métal avec des tricotages à la Maiden, des plans qui toi te rappellent un peu Trivium aussi. En fait, c'est plus devenu du heavy, mais ils ont toujours conservé ce son de guitare du doom qui est très épais et très grave. Et une approche beaucoup plus moderne que justement ce heavy très très 80s et tout, qui justement peuvent rappeler les groupes un peu inclassables à la Trivium justement. Moi je suis ultra fan du début de carrière, je déteste la suite. Toi t'es ultra fan de... Alors, je suis ultra fan, mais je déteste pas le début, mais c'est vraiment les derniers albums que j'aime beaucoup. Et là, alors je veux pas dire de bêtises parce qu'on n'a pas fait une recherche extensive là-dessus, mais en tout cas ils sont jamais passés en France. Et manifestement c'était leur première fois en Angleterre, c'est ce qu'ils ont annoncé, et je serais pas étonné que ce soit tout simplement leur première fois en Europe. Ou pas très très loin quoi, ils ont peut-être fait 2-3 concerts et tout. C'est ça, mais en tout cas, et c'était juste exceptionnel. Et surtout pour nous deux, en fait, on était tous les deux satisfaits du show parce que t'as eu tes titres du dernier EP, ce genre de choses. Le début du set, effectivement. Tout à fait, à la fin. Isolation, ils ont joué tous les meilleurs titres. Et à la fin, deux titres de Haunted, le deuxième, un titre du dernier également, enfin du premier. Donc voilà, moi j'ai eu mes petits cookies, t'as eu tes cookies aussi, on était tous les deux repus. Ouais, ça fait partie de ces concerts où s'il y avait eu que ça et que tout le reste c'était nul, j'aurais quand même passé un bon festival tellement c'est un espèce d'îlot d'un truc on se dit peut-être qu'on les reverra jamais ou peut-être qu'on les reverra pas beaucoup. Après, ça passe au Copenhague, ce serait quand même pas trop déconnant que ça tape un Hellfest l'année prochaine. On peut espérer. On l'espère, et en tout cas si vous ne connaissez pas Kémis, allez-y. Quelle que soit en fait la scène depuis laquelle vous venez, que vous soyez fan de Doom, que vous soyez fan de Heavy, même de prog, de power, n'importe, allez-y en fait, c'est juste du métal. Et du putain de bon métal. Et du très bon. Et même sur scène, c'est plutôt cool à regarder. Et toi, côté top? Amenra, gros, mais Amenra, que dire, hein, toujours pareil, hein, attitude de patron sur scène, ce côté hyper prenant. Deuxième fois que je les vois cette année, c'est toujours bien en fait, ça draine. C'est les mêmes titres, hein, mais il y a... Moi, en fait, c'est difficile. Si vous avez vu Amenra, vous voyez à quoi ça ressemble, vous voyez l'attitude, c'est toujours la même. Mais moi, à chaque fois que je me prends un Solitary Rain sur le coin de la gueule, je suis vraiment drainé et tout. Et, ils sont très forts. Ils sont très forts. Très très bon groupe live. Mais rien de particulier à signaler là-dessus.
faut parler d'Electric Wizard. C'est un des groupes qui m'a le plus construit, c'est un des trucs que j'ai le plus écouté de toute ma vie. C'est un top qui peut un peu flopper, on est entre les deux, ouais. Et en fait, Electric Wizard, c'est jamais bien en live. Parce qu'il y a 1000 problèmes, c'est toujours les mêmes titres. Mec, je les ai vus 10 fois, ils ont peut-être joué, genre, en 10 concerts, ils ont joué 12 titres. Tu vois, genre, différents, j'entends, tu vois. C'est la setlist, elle ne bouge jamais. Là, on a eu Super Coven, qu'on n'a pas eu depuis, genre, X années, au moins 10 piges. Time to Die à la place d'Incent for the Damned, il y a eu des petits ajustements qui font un peu plaisir. Un son pas dégueulasse, une attitude, les mecs y croyaient. Un bon public. Vraiment un public qui bougeait un peu. Encore une fois, c'est des locaux. Il y a beaucoup de gros fans. Mais voilà. Et c'est des habitués d'ailleurs de Damnation, c'était pas la première fois qu'ils venaient, ouais. Après, voilà, ça fait 10 ans que je les vois, ça fait 10 ans que c'est les mêmes mappings, c'est les mêmes trucs. Il y a les mêmes mollesses, la même attitude scénique, un peu distante, un peu. On sait pas trop, tu vois, enfin c'est mi-top parce que t'es content de les voir et mi-flop parce que tu te rends compte que ça avance pas. Je les ai pas vus depuis 5 ans, j'étais comme un ouf. Mais derrière, je sais que si on n'est pas à fond dedans, c'est pas satisfaisant de ouf, quoi. La personne avec qui on était, qui écoute pas beaucoup de métal, elle a adoré Amenra parce qu'en fait, extérieurement, tu te ramèneras dans la gueule, tu te dis bon bah ok, il y a un truc. Electric Wizard, ça l'a saoulé de ouf, quoi. Enfin, Ah, moi aussi, hein, j'étais en PLS. Dernier concert du festival, c'était pénible. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, niveau déception, il y en a quelques-uns où on est un peu déçus, mais pour moi, il y en a un, c'est quand même Catatonia. En fait, j'en ai. Non, mais. Non, c'est trop naze. Laisse-moi finir. Non, je peux pas te laisser dire ça. Non, j'ai jamais été un immense fan, mais régulièrement, j'allais les voir en live, j'avais toujours plaisir à les voir en live. Et en fait, plus je les vois, plus je trouve ça vraiment pénible en live. C'est-à-dire que je trouve ça très très mou. C'est chiant sur scène, le public bougeait pas. Ils ont eu un bug technique au début de leur set. Ça, ils y pouvaient rien, ouais. effectivement. Non, mais ça cumule au fait que déjà leur set que j'avais en partie regardé d'ailleurs au Motocultor cette année, je m'étais déjà emmerdé. Bon, moi c'est terminé, Catatonia en live, j'ai lâché définitivement. Et là, ça m'a confirmé un peu cette tendance de fond. Et c'est pas que le genre qui veut ça, parce que genre Paradise Lost en live, c'est incroyable. Ouais. Sur cette espèce de doom death / qui tend vers l'espèce de musique gothique ou quoi. Ouais. My Dying Bride, c'est mortel aussi. Catatonia, ça prend pas, quoi. Non, c'est très compliqué. Et là, ça m'a vraiment confirmé. Donc c'était plutôt un flop de mon côté. Ouais. J'ai pas eu beaucoup de facilité à rentrer dans Maybe She Will. Espèce de post-rock, justement, crescendo core très classique, dans des très proche de God is an Astronaut dans la façon de voir le truc. Ces concerts-là, en général, c'est tout ou rien. C'est soit on rentre à balle dedans, soit on passe à côté. Parce que, ouais, c'est juste des trucs hyper émotionnels, très viscérales. C'est difficile de voir des qualités, entre guillemets, un peu extérieures, en fait. C'est soit on est emporté par le truc. Là, moi, ça l'a pas fait. Et I Command, c'est pareil. I Command, en fait, il y a aussi toute une histoire à côté de ça. C'est que c'est un groupe qui est arrivé en même temps que Power Trip. Et qui est sur le même créneau de trash un peu rude, un peu cru, quoi. Et quand on repense au concert de Power Trip et qu'on se prend I Command dans la gueule... Parce qu'en soi, moi j'ai pas trouvé le concert d'I Command avec Kalash criminel de Wish là à la guitare. Si tu peux faire un petit insert, frère, ce serait pas mal. Mais ouais, c'est un concert de trash sans le côté vraiment qui t'emporte, qui te fait vraiment twerker et tout, et c'était sympa. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal à regarder, mais non, mais je suis d'accord. Quand on pense à ce qui était Power Trip, c'est dur de pas faire la comparaison, et quand on fait la comparaison, c'est dur de pas bader, quoi. Effectivement, mais au-delà de ça, globalement, toutes les prestations qu'on a vues, à part ces quelques cas, étaient quand même à minima bonnes. Ultra honnête. Et c'était ultra honnête, et effectivement, il y a eu quelques pics, et moi, Kémis et Honors, mais en fait, j'ai presque envie de dire surtout Kémis, parce qu'il y avait en plus surtout la réelle découverte en live. Et le plaisir de les voir, quoi. Et le plaisir de les voir, effectivement. Donc, globalement, musicalement, avec un son qui était pas trop mauvais, des lights qui étaient plutôt bonnes. On s'est quand même bien fait plaisir. C'était une super édition. Ce qui est assez marrant, vraiment, avec ce festival, c'est que pour moi, c'est un cas d'école de tout ce qu'il faut faire. Il y a énormément de choses qui, moi, m'ont touché dans leur façon, en fait, d'envisager ce que doit être un événement. Et je vais vous faire déjà une petite liste. La première, c'est que je trouve que le fait de se positionner systématiquement sur des sets exclusifs, c'est d'une pertinence mais absolue. Ouais. L'année dernière, il y avait Converge qui jouait Jendo en entier. Il y avait At the Gates qui faisait Slaughter of the Soul en entier. Ouais. Il y avait un set de Peak Destroyer. Cette année, bon bah il y avait, on l'a déjà dit. Hein, ouais, Slave, Catatonia, le Crous, etc. Exactement. L'autre chose que j'ai trouvé vraiment touchante, c'est qu'il y a une communication qui est ultra wholesome. Je vous invite vraiment à consulter la page Facebook. Ils font plein de trucs, mais qui sont vraiment beaux.
Cette année, Déjà, tout là, est limpide. tout est limpide. Il y a une transparence qui fait vraiment plaisir. Ouais. Texas Hellfest. Et il y a aussi des festivités et en fait une empathie vis-à-vis de son public que moi je trouve très belle. Notamment pour le prix du nouveau pass. Oui, ce qu'on peut vous dire, c'est que par exemple là, ils ont remis en vente 1000 passes pour l'année prochaine, en 2 fois 500. Uniquement pour l'instant pour le festival, donc la journée du samedi, et qui est à 75 pounds. Avec un paiement 10 fois possible. Et les mecs arrivent en mode, en fait la vie est chère, on sait que c'est la merde pour vous les gars, si vous voulez on vous propose ça. C'est trop beau. De la même manière que les jauges, à chaque fois, ils mettent des petits indicateurs de type voilà, là on en est là, on a vendu 50%. Ils mettent à jour très très régulièrement pour que en fait les gens soient au courant. Exactement. Et que vous vous retrouvez pas comme des cons à être baisés. Sachant parce que effectivement, on n'en a pas parlé, la jauge, globalement la capacité du bowler c'est 6000 personnes, mais là on était sur 4500 environ, quelque chose comme 4500. Un bon 2/3. Toujours confortable. Exactement. Et dernier point, c'est en fait ça fait partie de ce qu'on a vécu tous les trois. En fait, Michael et moi, on fait beaucoup de festivals, ça fait 10 ans qu'on arpente, toi un peu plus, ouais, qu'on arpente un peu... Ça fait 10 ans. Non, ça fait malheureusement bien 15 ans qu'on fait des festes, qu'on fait des concerts, qu'on vit à Paris, on a vu beaucoup de choses et tout. Et on est parti avec une pote à nous qui, elle, est totalement débutante. Et en fait, c'est un festival que je recommande, mais ultra chaleureusement, à tous les débutants, parce que c'est un festival qui est facile à faire. Encore une fois, c'est en ville aussi. Ultra facile à vivre. Les horaires sont pas horribles, on fait du 13h minuit, vous rentrez chez vous, le indoor contraint à passer une nuit au chaud et donc de pouvoir se reposer. Là où par exemple un festival de type le Hellfest, franchement c'est une épreuve physique. Ouais, si vous avez pas la santé, c'est dur quoi, enfin c'est vraiment c'est chaud quoi. Non, il est facile. Là, il est simple, il est pas dur, il y a des chaises, vous pouvez vous asseoir. Si vous avez mal au dos, c'est cool, ça dure pas si longtemps, c'est sur 2 jours, tout est mortel. Ouais. Et si, comme nous deux, vous avez quand même un peu roulé votre boss, vous avez vu pas mal de trucs, la dimension set exclusive vous fait qu'en fait vous allez revoir des groupes dans des conditions que vous verrez jamais, et vous allez vraiment vous créer des souvenirs uniques avec des groupes que vous adorez. Moi je pense que c'est le point fort de ce festival, c'est qu'il est aussi bon pour les débutants qui vont découvrir des groupes de tous les styles, parce que c'est quand même assez varié. Tout à fait. Et à côté pour des gens qui en sont à 15 ans de festival, parce qu'ils vont continuer à avoir quelques pépites, Kémis en était une, et de voir d'autres groupes qu'ils connaissent mais jouer des sets exclusifs. Et à partir de là, tout le monde peut être satisfait de ce festival, et si vous cumulez ça, pour moi la seule limite c'est le prix, parce qu'on est en Angleterre, c'est assez cher. Clairement. Mais alors au-delà de ça, dans cette période du mois de novembre, si vous avez pu faire quelques économies ou vous êtes un peu nostalgique des festivals d'été, on n'a pas de label comme Exerve, genre c'est ouf, on devrait le faire pour les festivals, on devrait donner des labels si on valide ou non. Enfin, en tout cas moi il y a mon seal of approval sur celui-ci, il y a 0 débat. Clairement. Je sais que j'y retournerai, vraiment il n'y a pas de doute là-dessus, je l'ai vraiment trouvé exceptionnel. Donc voilà, en tout cas, je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur le... Ouais, c'est exactement tout ce qu'on avait à vous dire dessus. On vous incite vraiment à y aller. On espère, et moi c'est quelque chose que j'aimerais à titre personnel, que les festivals se positionnent plus sur l'achat de sets exclusifs, d'albums en entier, pour qu'on kiffe en fait, parce que... Parce qu'on voit toujours les mêmes groupes, au bout d'un moment, bon, on en a un peu fait le tour, et on espère que d'autres festivals, peut-être même en France, vont s'en inspirer. Et se positionnent sur des sets un peu spéciaux comme le Damnation. Exactement, donc en attendant, n'oubliez pas de continuer à regarder les vidéos sur la chaîne YouTube Horns Up, à nous suivre sur les réseaux sociaux, exactement. À vous abonner aussi, parce qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés qui nous regardent, c'est beaucoup de gens non abonnés, donc c'est bien. Et on vous dit à très bientôt pour un Vivement Doux-Manche qu'on n'a pas encore trop bossé, mais ça ne saurait tarder. Ah, vous le connaissez maintenant. Exactement. Et là, on va voir Donnarumma sauver son équipe devant l'ogre parisien. Salut à tous. À plus tard. Regardez-les. Tellement mignon. Que reste-t-il de nos amours? Nanana.